Salut, c'est Aka de Akaline. 6 ans, un peu plus de 90 000 km, 15 entretiens, 5 trains de pneus et quelques milliers de litres d'essence, voici les chiffres qui caractérisent mon V-Strom. Acheté à 19 000 km, il en a désormais un peu plus de 109 000. Ces chiffres seront impressionnants pour certains, anodins pour d'autres, mais dans tous les cas, ils me permettent aujourd'hui de vous proposer un retour complet sur cette moto, avec une vision sur le long terme. Pour rappel, mon DL650 est un modèle de 2010, dit aussi la génération L0. C'est l'ultime évolution de la première génération des V-Strom, la seconde génération apparaissant en 2012. Bien que les DL650 toute génération soient assez proches techniquement, mes propos ne concerneront que la première génération, puisque certaines évolutions des nouveaux modèles peuvent changer la donne. Je pense notamment au moteur, dont la puissance et son agrément a changé au cours des générations. Alors que je m'apprête à mettre en vente cette moto, je vous propose donc d'en faire un bilan. Dans un premier temps, on va retracer les évolutions qui ont été apportées par Suzuki sur cette première génération depuis 2004. Puis je vais vous donner mon retour, mes appréciations, mes éventuelles mésaventures sur le moteur, le châssis, la conduite, les accessoires et enfin la fiabilité de la moto. Et j'en profite tant que j'ai encore ton attention, mais avant d'aborder ces thématiques, je t'invite à liker la vidéo et à t'abonner à la chaîne. Ça te paraît anodin comme geste, mais ça aide grandement pour le développement de cette chaîne YouTube. Je ne vais pas vous refaire un historique complet de la gamme des V-Strom, l'ayant déjà abordé lors du test de la 1050 XT, que je vous invite à visionner d'ailleurs pour plus d'informations au sujet. Nous allons ici nous concentrer sur le 650 de première génération. Dérivé du DL1000 sorti en 2002, le V-Strom 650 débarque sur le marché en 2004. Ce premier modèle reprend les mêmes carénages avec une bulle réglable cette fois-ci. Le moteur est un dérivé du SV650. On reparle de ce dernier juste après. Le châssis est repris du DL1000 avec un cadre plus fin et des suspensions perdant un peu de débattement. Les freins et roues sont conservés. La moto pèse ainsi 217 kg tout plein fait pour la version sans ABS. Comptez 220 pour cette dernière. Dès 2005, le cadre du V-Strom passe de couleur alu à noir, plus sobre et discret. En 2007 arrive la première évolution technique de cette première génération, avec l'arrivée de la norme Euro 3. Au programme, double allumage, nouvel échappement, nouveau disque de frein, ABS non couplé en option, empattement rallongé et nouveau commodo. Une seconde évolution suivra dès 2008, avec une nouvelle segmentation, une augmentation de la puissance de l'alternateur, une modification du régulateur de ce fait, et une nouvelle cartographie. La dernière évolution surviendra en 2009, avec l'arrivée des clignotants blancs. Ouais, voilà, peut-être un gros mot évolution. Vous l'aurez compris, les évolutions apportées à cette moto ne l'ont jamais transcendée et sont pour la plupart non perceptibles par le conducteur. Par contre, ils ont participé à faire perdurer cette gamme au fil des ans. Si vous souhaitez plus de détails sur les évolutions, je vous invite à visiter l'excellent site dl650.org, véritable bible du 650 V-Strom, et qui m'a beaucoup appris sur ma moto. Vous aurez plus de détails sur leur site internet. Nous avons affaire ici à un V-twin d'une cylindrée de 645 cm3, qui, comme dit précédemment, est dérivé de celui du SV650. Ainsi, sa puissance passe de 74 à 67 chevaux, mais le couple est plus disponible et linéaire. Pour en arriver là, Suzuki a modifié la boîte à air, l'admission, les arbres à cam, l'échappement et le programme ECU. Le volant moteur et le rapport final de la boîte de vitesse ont également été changés, mais ces éléments ne jouent pas sur la puissance du moteur. On reconnaît cette première génération de 650 par la présence d'un radiateur d'huile. Ce moteur est souple et volontaire. Les performances sont amplement suffisantes pour une conduite de tous les jours et il nous permet soit d'enrouler dans les virages sur le couple, soit de jouer dans les tours. L'utilisation se fait entre 2500 et 9000 tours minute. Plus bas, le moteur cogne sur les derniers rapports. Plus haut, le moteur s'essouffle jusqu'à son rupteur, situé à 10 500 tours minute. Dans la pratique et en usage quotidien, je m'en sers principalement entre 2500 et 6500 tours minute, ce qui laisse une belle marge pour les dépassements plus pressés ou l'arsouille. Ainsi, le 0 à 100 km/h se fait en à peu près 4 secondes, ce qui est largement suffisant pour voyager. Ce moteur nous y invite d'autant plus qu'il est très peu gourmand et nous permet d'effectuer de longues étapes avant ravitaillement. En conduite solo, en passant mes rapports à 3000 tours minute, je suis déjà parvenu à descendre la consommation à 4,2 litres au 100, et ce sans ressentir le moteur peiner. Ça nous offre ainsi un peu plus de 500 km d'autonomie. Si vous haussez le rythme, ou prenez beaucoup de voies express, on sera davantage dans les 5 litres au 100, ce qui laisse environ 400 km avant le plein. En duo, on sent davantage le moteur peiner, il ne faudra pas hésiter à jouer de la boîte de vitesse pour compenser. Attention, on ne se retrouve pas non plus à ramer comme sur une 125, mais clairement, on sent nettement la différence de poids. N'espérez pas narguer vos potes à l'accélération dans cette configuration. Rien d'anormal pour une moto de cette cylindrée, ceci dit. Non, pour moi, le vrai point faible de ce moteur est, du moins pour les gros rouleurs comme moi, sa périodicité d'entretien. La révision est à effectuer tous les 6000 km. C'est à prendre en compte selon votre usage, car dans mon cas par exemple, j'effectue désormais au minimum 24 000 km par an,
soit 4 révisions. Ce n'est pas anodin sur le budget, mais également sur le temps d'immobilisation de la moto. Je vous récapitule un peu les différentes révisions, mais ainsi à 6000 km, il faudra vidanger l'huile du moteur et remplacer le filtre à huile. À 12 000 km, on remplacera en plus les bougies. Une synchro des doubles papillons est également préconisée, mais dans l'usage et sur la vie de plusieurs concessions, c'est inutile à ce kilométrage-là. Et effectivement, tout le temps que j'ai possédé cette moto, je n'ai jamais ressenti le besoin de faire cette synchro sur ce palier. À 18 000 km, on fait le même entretien qu'au 6000, tout en remplaçant le filtre à air. Perso, j'effectue déjà cette tâche à 12 000 km, puisqu'on doit retirer le réservoir d'essence pour changer les bougies. Donc changer son filtre à air un petit peu plus souvent et économiser du temps de manœuvre lors d'une révision, ça peut pas faire de mal. À 24 000 km, on reprend l'entretien des 12 000 en ajoutant le jeu de soupape, puis le remplacement du liquide de refroidissement et du liquide de frein. Alors je précise, le remplacement de ces deux derniers éléments coïncide avec les 24 000 km dans une situation normale. Dans une situation plus soutenue où vous allez faire plus d'entretien courant, il faut compter tous les 2 ans, tel que n'importe quel véhicule. L'entretien courant de ce moteur est aisé et ne demande pas d'outillage spécifique, comme vous avez pu le voir sur le tuto que j'ai fait précédemment. Si vous voyez pas de quoi je parle, je vous mets le lien en haut à droite. La grosse difficulté que vous pourrez rencontrer concerne l'accès au cylindre avant, notamment pour changer la bougie supérieure ou faire le jeu de soupape. Le plus simple dans ce cas-là étant de faire la vidange du liquide de refroidissement et de démonter le radiateur. Ce n'est pas obligatoire, mais vous verrez que votre accès sera beaucoup plus aisé. Les consommables sont assez courants et se trouvent sans difficulté. Les pièces plus spécifiques sont encore fournies par Suzuki et permettent donc une large maintenance du véhicule. Ce véhicule s'étant bien vendu, le marché de l'occasion est également bien fourni. Si jamais vous n'êtes pas mécano, les prix en atelier restent contenus, mais variables d'une révision à l'autre. Comptez 5 à 600 € pour la révision la plus conséquente, celle qui s'effectue tous les 24 000 km. La transmission secondaire de ce moteur se fait par chaîne. Sa durée de vie est variable selon l'entretien, mais j'ai dépassé les 30 000 km sur mon dernier kit. Certains utilisateurs remplacent le pignon de sortie de boîte par un pignon -1, pour descendre le régime moteur sur les grands trajets, au détriment de l'accélération. Je n'y ai jamais touché personnellement, bien que je me sois souvent posé la question. À titre d'indication, voir si vous ça pourrait être intéressant, d'origine le moteur tourne à 5000 tours minute pour 110 km/h et à 6000 tours minute pour 130. D'ailleurs, puisqu'on parle de transmission, la boîte de vitesse est ferme et précise. L'embrayage est assez souple pour un mécanisme à câble et n'appelle à aucune critique. Vous l'aurez compris, ce moteur dans son ensemble est bien conçu. Pour la périodicité, sachez que ce défaut est réglé sur les dernières générations de V-Strom puisque maintenant, l'entretien se fait tous les 12 000 km. Cette moto est constituée d'un massif 4 périmétrique en alu, suspendu par une fourche de 43 mm avec 150 mm de débattement, et d'un bras oscillant en alu, secondé par un mono-amortisseur ayant 150 mm de débattement également. Le tout se retrouve guidé par une roue avant de 19 pouces et de 17 à l'arrière. Dès la lecture de ces caractéristiques, on devine qu'on a affaire ici à un trail routier. Suzuki n'a jamais eu d'autres prétentions à ce sujet d'ailleurs, puisque même sur leur site internet, il est caractérisé tel quel. Son comportement sur la route est ainsi très sain et exemplaire. La moto est très stable et on s'étonne rapidement de prendre de l'angle pour ne pas dire à attaquer dans les virages. On sent la moto verrouillée sur son cap et je n'ai jamais été mis en défaut, même en cas d'arsouille. On regrettera néanmoins une répartition des masses haute perchée, ce qui la rend plutôt lourde pour son poids. A titre de comparaison, la nouvelle 1050 V-Strom pèse plus lourd de 30 kg, mais est plus légère à manier. Ce défaut se ressent principalement à l'arrêt et se fera oublier dès les premiers tours de roue. Attention, j'ai dit qu'elle a été plutôt lourde pour son poids à manier et j'ai pas dit non plus que c'était indomptable. Les suspensions sont fermes, ce qui sera désagréable sur les routes dégradées ou pavées, mais elles ne vont pas pour autant déstabiliser la moto. C'est d'ailleurs le point fort de ce modèle. Il est aussi unique qu'un roadster mais se comportera mieux sur les irrégularités de la route. Bien que routier, on peut s'autoriser du chemin roulant avec cette moto. De toute manière, si vous êtes trop ambitieux dans ce domaine, la faible garde au sol vous rappellera rapidement à l'ordre. Ce n'est vraiment pas une bonne chose vu la position du radiateur d'huile ou du filtre à huile, qui sont situés en première ligne. Des kits de Reos existent, mais vous garderez le même débattement de suspension. Et pour corriger cet aspect, il vous faudra de nouvelles fourches et un morteau, ce qui atteint rapidement des prix à 4 chiffres. Autant acheter une moto déjà prévue pour cet usage. Pour le duo, on pourra aisément régler la précharge grâce à la molette située sur le côté. C'est un équipement vraiment pratique. La moto garde toutes ses qualités en stabilité et de confort. De plus, le large guidon nous aidera à garder un bon contrôle de la machine même à faible vitesse. Si le comportement du châssis est bon, je ne peux malheureusement pas en dire autant du freinage. Équipé de 2 étriers à double piston passant 2 disques flottants de 310 mm, je n'ai jamais été convaincu par cette moto dans ce domaine. À mon sens, c'est l'aspect le moins plaisant du 650 V-Strom, du moins pour le frein avant. Il est inconstant et manque de mordant. Il ne faut pas avoir peur de tirer sur le levier pour que ça pile. Peut-être que cela conviendra à un certain nombre d'utilisateurs préférant devoir clairement engager la commande, mais ce n'est pas mon cas. Ce défaut présente un avantage, c'est que le risque de bloquer la roue avant est limité, et le freinage devient facile à jauger.
J'ai essayé de corriger ce freinage, notamment par une réflexion des freins, en changeant les plaquettes, les disques, tout cela par des variantes plus performantes, mais ça n'a jamais transcendé le freinage de la moto. La dernière modification qu'il aurait fallu tester hors remplacement du système de freinage, c'est les durites d'aviation. Dis-moi en commentaire si tu l'as fait et si ça a changé quelque chose pour toi. Pour le frein arrière, rien à redire. Ce dernier est composé d'un étrier monopiston passant à disque de 265 mm. Il est linéaire et efficace dans ses fonctions. À propos du freinage, attention en duo. La timidité des freins nécessite vraiment de tirer sur le levier. Les distances de freinage se trouveront nettement allongées, donc attention de bien anticiper. Ça fait partie des raisons pourquoi le freinage est un vrai point noir pour moi sur cette moto. Concernant les pneus, les montes ne sont pas trop onéreuses et très variées. On a la chance de bénéficier de certaines montes touring, mais également des montes trail. J'ai commencé avec les pneus d'origine, les Trailwing. Bien qu'ayant duré très longtemps, pratiquement 29 000 km, ce sont les pires pneus que je n'ai jamais testés, toutes machines confondues. Corrects sur le sec, ils sont affreusement médiocres sur le mouillé. J'ai déjà conduit des pneus beaucoup plus orientés tout-terrain et plus efficaces dans ce domaine. Pour l'aspect chemin, je n'ai pas senti de différence avec ce type de pneu et un pneu plus routier. Peut-être la résistance à la perforation, mais personnellement, j'ai rien constaté de différent. Du coup, clairement, je ne vous les conseille pas. Après, les retours d'expérience concernant les pneus, c'est quelque chose de très personnel. C'est à vous de voir selon l'usage que vous ferez de votre moto. Personnellement, je pense que pour un usage entre 100% et 90% de route, il faut mieux rester sur des pneus de tourisme, qui suffiront largement pour vos rares escapades sur piste sèche et roulante. Il y a un surnom que j'ai rapidement donné sur le ton de l'humour à cette moto. La Goldwing du pauvre. Pourquoi ? Parce qu'en plus d'être une génération abordable, elle est d'un confort remarquable, tant en solo que duo. On bénéficie d'une assise bien droite, avec des jambes pas trop repliées pour mon 1m80. La selle est très agréable, j'ai vraiment rien à redire dessus. Elle est assez haut perchée, mais je n'ai pas de souci pour poser les pieds à plat. Attention néanmoins si vous êtes plus petit. Le guidon, assez large, tombe naturellement sous les mains. L'assise est confortable et agréable, les kilomètres s'enchaînent sans souci. On est bien isolé des vibrations du V-twin. Par contre, trail routier oblige, la position de conduite debout est vraiment pas terrible. Il va falloir apporter pas mal de modifications à la moto pour avoir quelque chose de plus confortable. Je pense notamment à baisser les cale-pieds et à rehausser le guidon. Pour revenir à une conduite plus routière, le confort est renforcé par un carénage assez efficace. Ainsi, la tête de fourche nous isole bien du vent. La possibilité de régler la bulle sur 3 niveaux permet d'adapter le flux d'air selon la saison. On regrettera néanmoins les turbulences générées par la bulle d'origine tapant sur le haut du casque dans la position la plus isolante. Le phénomène diffère d'un casque à l'autre, mais l'achat d'un modèle de bulle plus travaillé apparaît ici comme judicieux pour améliorer votre confort de ce côté. Surtout si vous êtes amené à faire beaucoup de voies rapides ou d'autoroutes. Certains utilisateurs arrivent également à diminuer ce phénomène en changeant les rétros ou en les installant sur des supports écartant la bulle. Comprenez que vous aurez moins de turbulences, mais tant que vous n'aurez pas changé cette dernière, vous aurez toujours ce problème. Les mains sont très bien abritées par les protège-mains d'origine, assez massifs et enveloppants. On sent vite la différence quand on remonte sur une moto qui en est dépourvue. Couplé à des poignées chauffantes ou mieux, des gants chauffants, on peut rouler sans souci par des températures très basses, -7 dans mon cas pour mon record, et ça pendant 80 km. Enfin, par la forme assez large du réservoir, les cuisses bénéficieront d'une protection assez légère. Finalement, seul le bas des jambes sera pleinement exposé au vent. Pour le passager, vous avez indirectement le retour de ligne via le test de la 1050 V-Strom. Mais pour résumer, on est très bien installé. Les poignées permettent plusieurs prises différentes et le top case est idéalement placé. C'est toujours plus agréable pour un passager de pouvoir monter sur une moto sans avoir le casque sur les genoux. Pour vous situer l'espace disponible, j'ai déjà pu faire monter à l'arrière un collègue qui mesure 1m96. Et ben il était plutôt bien installé malgré son fort gabarit. Vous l'aurez compris, à aucun moment je n'ai eu à me plaindre de cette moto pour son confort. Niveau accessoires, on trouve absolument tout ce qu'on veut pour le V-Strom. Seule votre imagination vous limitera. Voici ceux que j'ai choisis pour mon usage et qui se sont révélés les plus pertinents. Pour commencer, les protège-mains pour casser le vent et légèrement protéger les commandes. Une extension de béquille latérale afin de plus me soucier du terrain. La béquille centrale pour faciliter l'entretien de la moto. Crash bar et sabot moteur de marque IDA, idéal pour protéger le V-Strom. Prolongateur de garde-boue car d'origine il est assez court. Top case JV E45 surnommé la Valmoche, réputé indestructible, et ça, je le valide. Support de valise JV pour emprunter les valises de notre TDR 125 si besoin. Ça m'augmente la capacité d'emport d'une 40aine de litres. Éclairage LED pour être plus visible des automobilistes, l'éclairage de base étant suffisant pour rouler de nuit. Support de téléphone de type RAM mount pour une plus grande compatibilité et la prise USB pour alimenter ce dernier. Si je devais retourner en arrière, la seule chose que j'aurais modifiée, c'est l'achat dès le début d'une bulle plus performante pour plus de confort. Le reste, c'est testé, approuvé et sans regret. Après 90 000 km de parcouru, quels sont les points faibles dans le temps de cette moto et surtout est-elle fiable? Alors on va mettre fin à un pseudo suspense. Oui, cette moto est extrêmement fiable.
Durant tout ce temps, je n'ai eu le droit qu'à 2 pannes immobilisantes, et l'une n'était même pas de sa faute. La première résulte du point faible de cette moto, l'alternateur HS. Enfin, je vous dis point faible, mais ça ne l'est pas vraiment. Mon concessionnaire de l'époque m'avait expliqué que l'alternateur du V-Strom était un peu juste vis-à-vis des équipements électriques qu'on installe en plus dessus, tels que les lumières additionnelles ou les poignées chauffantes. De ce fait, l'alternateur débite en constance, chauffe et lâche car le vernis est un peu juste. Cela m'est arrivé à peu près vers 60 000 km. Le modèle d'alternateur désormais vendu par Suzuki est plus robuste et corrige normalement ce souci. La seconde panne est très récente et elle m'est arrivée il y a quelques centaines de kilomètres. Une bougie était défectueuse et explosée après 1000 km d'utilisation. Heureusement, pas de dégâts et rien n'est tombé dans le cylindre. Je n'ai pas joué l'apprenti sorcier sur ce coup-là, j'ai confié la moto à un garage qui m'a extrait la partie encore vissée. On a changé tout le lot de bougies de manière préventive et depuis tout roule comme si rien n'était. Hormis ces deux faits, je n'ai vu que des faiblesses mineures. La première, c'est les joints speed fourche qui sont particulièrement fragiles. En tout, j'en ai eu 3 qui m'ont lâché. Et ce n'est pas la quantité anecdotique de chemin parcouru par temps sec qui aurait pu en être la cause. Peut-être que prévoir de monter des soufflets peut aider à corriger le problème. A voir, c'est quelque chose que je n'ai pas tenté. La seconde faiblesse concerne la peinture et la protection contre la corrosion. Et quand je vois comment vieillissent tous les DR que j'ai possédés, je me dis que ça n'a jamais été point fort de Suzuki. Ainsi, on va voir des traces de frottement au niveau du cadre malgré des protections rajoutées depuis la génération 2007. La boucle arrière ainsi que l'araignée ont un peu de corrosion superficielle. La pose d'un traitement préventif peut s'avérer judicieux de ce fait. La peinture du radiateur d'eau est complètement écaillée et celle située au niveau de la pompe à eau est également fatiguée. Au niveau du bras oscillant, la peinture n'a pas résisté par endroits. Enfin, dernière faiblesse, le Neyman a pris un léger jeu. Rien de bien méchant, mais je tenais tout de même à vous le signaler. A côté de ça, certains éléments font preuve d'une solidité remarquable, tels que l'embrayage qui est encore d'origine, ou les roulements, puisque j'ai remplacé celui de la roue avant de manière préventive à 90 000 km, et l'arrière à 70 000 km. Mais là, il y avait bien un début de jeu. A côté de ça, à noter également que dans le temps, les colliers permettant de relier le calorstat au duric d'eau ont tendance à légèrement se desserrer et à faire sointer le véhicule en liquide de refroidissement. Pensez à mettre un coup de tournevis de temps en temps. A côté de ça, aucune fuite moteur n'est à déplorer et ce dernier tourne toujours aussi bien qu'au premier jour. Vous l'aurez compris, le DL650, et plus particulièrement le modèle de première génération, puisque c'est celui dont il est question ici, est une moto bien née. C'est un véhicule idéal pour qui veut parcourir des kilomètres sans se ruiner et dans un bon niveau de confort. C'est une bonne à tout faire. Ville, route, autoroute, chemin roulant, peu de motos bénéficient d'une telle polyvalence. Gardez juste en tête qu'il s'agit d'un trail routier et que pour du tout-terrain plus engagé, il faudra prévoir un certain budget de préparation ou une autre moto. La réputation et fiabilité de ce modèle n'est plus à faire, et il n'est pas rare de voir en vente des modèles ayant dépassé les 150 000 km et encore moins les 100 000. Cette mécanique bien conçue, couplée à un entretien suivi, vous permettra de voyager loin et longtemps. Assurément, le V-Strom restera un bon souvenir pour moi. Ce n'est pas pour rien que si je l'ai gardé si longtemps. Et je vous vois déjà arriver pour certains, vous allez me dire, mais si c'est une bonne moto, pourquoi changes-tu? Eh bien parce que mon nombre de kilomètres parcourus par an est de plus en plus grand, et que j'ai envie d'une moto qui me demande moins d'entretien. Et je parle tant en entretien courant que pour la transmission secondaire. Cette nouvelle moto, elle est déjà à la maison, et je vous l'ai déjà présentée sur les réseaux sociaux. Je te mets les liens en description si tu veux voir de quel modèle il s'agit. Elle est à mon sens à la suite logique du V-Strom par rapport à ses critères souhaités. Je vous la présenterai davantage en vidéo sur YouTube. En attendant, pour voir comment ça se passe, il faudra consulter nos stories ou nos photos. Allez, salut, à la prochaine!